Depuis toujours, l'homme a été violent. Déjà dans l'Antiquité, en Égypte, en Grèce, à Rome, la guerre c'était presque normal, c'était même valorisé. Conquérir des terres, montrer sa puissance, ça faisait partie de la grandeur d'un peuple. Au Moyen-Âge, devenir chevalier ou un soldat, c'était un objectif de vie. Les gens étaient fiers d'aller se battre, fiers de tuer, parce que ça prouvait leur courage. À l'époque, un bon guerrier, c'était un héros. Bref, pendant des milliers d'années, la violence a été considérée comme un passage obligé. C'était une preuve de force et de réussite. Mais alors, est-ce que la violence fait partie de nous ou est-elle le produit de notre société, de nos inégalités et de nos éducations? Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est partout, à l'école, sur nos écrans, dans nos foyers, mais la question reste la même qu'il y a 5000 ans. Est-ce une fatalité? C'est ce qu'on va explorer à travers un livre collectif passionnant, Enseigner la non-violence, écrit par des chercheurs, enseignants, philosophes et psychologues. Sous la direction de Frédéric Guénaud et de Olivier Delagarde. Il pose une idée simple mais radicale. Si la violence s'apprend, alors la non-violence s'apprend aussi. Ici, on va parcourir ces grandes idées pour comprendre d'où vient la violence, comment elle se transmet et surtout comment on peut la désapprendre. La violence, ce n'est pas seulement les coups. C'est aussi les humiliations, les menaces, le contrôle psychologique, les inégalités qui s'écrasent. Le psychiatre Jérôme Palazzolo parle d'une épidémie silencieuse. Parce que, comme une maladie, la violence se propage. Elle ne touche pas seulement la victime directe, mais aussi son entourage, ses témoins et à terme, toute la société. Quelques exemples concrets. À l'école, un enfant harcelé finit par décrocher, mais ses camarades, qu'il regarde en silence, eux aussi, apprennent que la loi du plus fort domine. Dans un couple, une femme battue n'est pas la seule à souffrir. Ses enfants, même sans recevoir des coups, intériorisent la peur comme une norme. Dans le monde du travail, un manager toxique ne détruit pas seulement un salarié, mais toute la dynamique d'une équipe. En France, les chiffres sont sanglants. 320 000 faits de violence intrafamiliale en 2023. 118 femmes tuées par leur conjoint. Un enfant sur 5 victime de violences sexuelles avant 18 ans. Et 10% des élèves harcelés régulièrement à l'école. On me prend des exemples concrets. C, 34 ans, raconte « Pendant 5 ans, j'ai caché des bleus sous mes vêtements. Le silence, c'était pire que tout. Je me sentais coupable, invisible. » Elle, 26 ans, témoigne « Quand tu grandis dans un quartier où personne n'a de travail stable, la violence, elle est partout. Dans la rue, dans les relations, jusque dans les familles. On apprend très tôt que pour te faire respecter, tu dois montrer tes dents. » Madame L, professeure, raconte « Je voyais une élève arriver tous les matins avec la boule au ventre. Derrière, il y avait des mois d'harcèlement. Si on ne forme pas les enseignants à repérer ces signaux, on laisse ces violences se propager en silence. La violence laisse des cicatrices physiques, psychologiques, sociales. Et, comme une épidémie, si on ne la traite pas, elle se propage. Ok, mais alors, d'où vient cette violence? On pourrait croire que la violence elle est naturelle. Pourtant, les chercheurs disent l'inverse. Pour Gilles Tenot, il n'y a pas une violence, mais des violences au pluriel. Violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, elles s'entrecroisent et se nourrissent. Grace Moussaïd rappelle que la pauvreté et la discrimination sont des facteurs de risque. Prenons un exemple. Dans certains quartiers défavorisés, les adolescents grandissent entre chômage, précarité, insécurité. Résultat, la tension devient une norme et la violence une réponse presque attendue. Laurent Beck-Shankland montre que la violence peut être apprise par imitation. Un enfant qui voit son père frapper sa mère a 4 fois plus de risques de reproduire la même chose une fois adulte. Et sur le plan anthropologique, Thierry Lévy et Mohamed Fad Harake expliquent que la violence a longtemps été une fonction sociale. Guerre, sacrifice, rite d'initiation. Dans certaines sociétés, verser le sang était même une manière d'unir les groupes. Alors non, la violence n'est pas inscrite dans nos gènes, elle est construite par nos environnements, nos inégalités et nos héritages sociaux. Mais alors, si elle s'apprend, est-ce qu'on peut apprendre autre chose? Comment est-ce qu'on apprend la non-violence? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En Inde, à la Mahatma Gandhi International School, Anjou et Pascal Chazot ont créé une pédagogie unique. Les enfants y apprennent à résoudre leurs conflits par la parole, à coopérer dans leurs projets, à cultiver leur empathie. Résultat, une école plus apaisée où les élèves osent exprimer leurs émotions et prendre soin des autres. En France, la communication non violente s'impose comme un outil concret. Kadiatou Kébé enseigne une méthode en 4 étapes simples. Décrire les faits sans juger, exprimer son ressenti, identifier ses besoins et formuler une demande claire. Prenons un exemple. Au lieu de dire « tu me fatigues », dire « quand tu coupes la parole, je me sens frustré parce que j'ai besoin d'être entendu. Est-ce que tu peux attendre que je termine ?» C'est simple, mais ça change tout. Et le sport aussi est un terrain de jeu non violent. Céline Froissart, 5e dan d'Aïkido, rappelle que cet art martial n'est pas fait pour détruire l'autre,
mais pour canaliser sa force sans blesser. À travers ce type de pratique, on apprend le respect, la coopération et la maîtrise de soi. Bref, la non-violence n'est pas une idée naïve, c'est une compétence qu'on peut enseigner, pratiquer et développer. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a un terrain où la violence explose encore plus vite que dans les rues, nos écrans. C'est une violence sans coup, ni blessure visible, qui peut être tout aussi destructrice. Le cyberharcèlement touche 1 ado sur 5. Les fake news se diffusent 6 fois plus vite que les vraies informations. Les algorithmes privilégient ce qui provoque la colère, peur et indignation. Sosan Bidar-Tatala montre que cette désinformation peut déclencher des violences réelles. Au Myanmar, des campagnes de haine en ligne ont alimenté des massacres. Karine de Salle explique que sans éducation aux médias, les jeunes restent prisonniers de cette spirale. Et pour Frédéric Guénaud, la gestion est aussi journalistique. Les médias et les plateformes en quête de visibilité finissent par mettre en avant ce qui choque, ce qui divise plutôt ce qui rassemble. Mais le problème va encore plus loin. Comme le rappelle Stéphane Ginocchio, ces mécanismes ne sont pas accidentels. Les plateformes ont un intérêt économique à nous maintenir dans la colère parce que la colère fait cliquer et le clic rapporte. Résultat, nos réseaux deviennent des machines à polariser, à diviser et à radicaliser. Et tant qu'on ne met pas en cause ce modèle, on continuera à subir cette violence invisible. Mais alors, comment créer une société qui fonctionne autrement? Frédéric Bedos le dit clairement. La non-violence n'est pas une utopie, c'est un choix collectif. Avec son ONG, le projet Imagine, elle développe une pédagogie de l'inspiration. Raconter des histoires positives pour donner envie aux gens d'agir autrement. Parce que, face à la violence, il ne suffit pas de dire non. Il faut montrer des alternatives. Dans le monde du travail, Lina Saleh et Georges Cassard rappellent qu'il existe un management non violent. Ça veut dire que des entreprises où l'on privilégie la coopération plutôt que la peur, où l'on construit la performance sur la confiance plutôt que l'humiliation. Thierry Lévy et Philippe Tassi posent une question cruciale. Est-ce que c'est vraiment possible? Leur réponse, oui, mais ça suppose un changement radical de nos institutions, de nos rapports au pouvoir et même de notre culture politique. La non-violence n'est pas une faiblesse, c'est une compétence, une stratégie, une force. Et si on l'enseigne, on la pratique, elle peut transformer notre société. En conclusion, la violence, on l'a vu, ce n'est pas une fatalité. Elle se transmet, mais la non-violence aussi. À l'école, au travail, sur nos réseaux, dans nos vies quotidiennes, elle peut s'apprendre et se cultiver. Cette vidéo est là pour vous faire effleurer la surface et vous faire réfléchir. Si vous voulez plonger dans les témoignages, les méthodes et les solutions, le livre Enseigner la non-violence est une ressource incontournable. La violence est un héritage, mais la non-violence est un choix.